Bonsoir. La culture est-elle devenue une nouvelle arme dans la compétition mondiale? Et la France a-t-elle encore les moyens de préserver, vous savez, l'exception culturelle? Alors pour en débattre, place aux idées. Sur LCP, donne la parole à Jack Lang. Faut-il encore le présenter? Ancien ministre de la Culture, de l'Éducation nationale et actuel président de l'IMA, l'Institut du monde arabe. Jack Lang sera interrogé par nos deux experts, Mathias Léridon de Tilder et Laurent Bigorne de l'Institut Montaigne. Magali Girard d'Aris Interactive nous dévoilera les résultats de notre enquête sur les rapports entre les Français et leur culture, avec quelques résultats, vous le verrez, assez étonnants. Générique. Bonsoir Jack Lang. Bonsoir. Et bienvenue sur le plateau de Place aux idées. Je suis très heureux de vous recevoir ici. Vous êtes un homme un brin en colère. Si j'ai bien compris, vous n'avez pas mâché vos mots récemment en martelant qu'il ne fallait pas, je vous cite, mégoter sur la culture en France. Vous l'avez dit. Et les subventions sont à la baisse, des festivals disparaissent. Et oui, c'est la crise, Jack Lang. Et ce, au moment où d'autres nations brandissent leur identité et leur culture et en font des armes performantes de conquête économique, voire plus, nous allons le voir. Vous êtes agacé par tout ça, par cette situation? Non, je ne suis pas agacé, je suis attentif et parfois en effet un peu en colère. Alors la première question qu'il est légitime de se poser, et ce sera le thème de votre premier échange avec Mathias Léridon, la France est-elle toujours une grande puissance culturelle? Je vous propose, Jack Lang, tout d'abord de planter le décor avec un état des lieux signé Laura Orozman sur l'exception culturelle française. C'était un bras de fer attendu. D'un côté, les États-Unis et certains responsables européens. De l'autre, la France. Un combat pour défendre coûte que coûte l'exception culturelle française dans les négociations pour un accord de libre-échange transatlantique avec les États-Unis. Défendre l'idée que la culture n'est pas un produit commercial comme les autres et qu'elle doit être protégée. Un concept né pendant la négociation d'un autre traité de libre-échange, les accords du GATT, au début des années 90. En juin 2013, le match reprend. Et c'est José Manuel Barroso, alors président de la Commission européenne, qui entame la polémique. Dans une interview à l'International Herald Tribune, il déclare « Certains de ceux qui défendent l'exception culturelle disent être de gauche, mais ils sont en fait extrêmement réactionnaires. » Et la petite phrase passe mal. La France s'opposera à l'ouverture des négociations si la culture, si les industries culturelles ne sont pas protégées et n'en sont pas exclues. La France ira jusqu'à utiliser son droit de veto politique. C'est notre identité, c'est notre combat. Résultat, victoire de la France. Le secteur audiovisuel sera exclu des accords commerciaux. Le modèle juridique perdure, mais est-il suffisant pour protéger la culture française? Cette exception a-t-elle toujours un sens aujourd'hui? Le cinéma est sûrement le secteur le plus emblématique. Malgré un panel de subventions conséquentes pour le cinéma français, via des organismes comme le CNC, et des quotas de diffusion et de production imposés aux chaînes françaises pour encourager la création, impossible de ne pas constater l'invasion des stars et du cinéma hollywoodien sur nos écrans. À l'heure du numérique aussi. L'exception culturelle française passe par la protection des auteurs, de leurs œuvres et de leurs droits. Mais comment faire alors que sur Internet, la culture s'échange gratuitement? C'était l'objectif d'Adopi, la haute autorité censée lutter contre le piratage sur Internet. Pour Pierre Lescure, qui a remis un rapport sur la culture et le numérique en mai 2013 au gouvernement, Adopi a échoué dans sa mission. Il n'y a eu que 30 dossiers transmis à la justice après 3 courriers d'avertissement. Vous trouvez que c'est un truc de masse? Ça veut dire que dans son immense majorité, s'agissant du peer-to-peer, la population des internautes a compris à peu près le problème. Alors la France tient-elle toujours son rang en matière de création artistique? Au Festival de Cannes cette année, les films français ont raflé plusieurs prix, la Palme d'Or et 2 prix d'interprétation.
Voilà, la question est posée. Attention, Mathias Léridon, Jack Lang revendique l'expression de l'exception culturelle française. Jack Lang, bonsoir. Vous êtes une icône dans le monde culturel français depuis plusieurs dizaines d'années. Chaque fois que l'on parle de culture, d'une manière ou d'une autre, on revient à Jack Lang et à votre vision de la culture française. D'abord, pour les téléspectateurs, c'est quoi pour vous l'exception culturelle française? C'est quoi cette définition? Disons qu'on a un peu tordu cette expression, et on l'a orienté vers ce qui est exposé dans ce film, qui est bien fait, uniquement vers des questions de débats commerciaux internationaux. Bon, la vérité, c'est qu'en 1981, lorsque François Mitterrand m'a demandé de prendre la tête du ministère de la Culture, j'ai en effet utilisé l'expression « exception culturelle », qui n'est pas la plus élégante qu'on puisse imaginer. On aurait pu dire préserver l'originalité culturelle de chaque pays, respecter le droit de chaque pays à définir sa propre politique publique, ou à ne pas l'imaginer d'ailleurs. Liberté à chaque peuple ou à chaque pays d'engager ou de ne pas engager une politique des arts, une politique du cinéma, du théâtre, etc. etc. Et en 81, nous voulions, avec François Mitterrand, transformer profondément le paysage culturel français dans tous les domaines. Je répète, du cinéma au théâtre en passant par la musique. Ça voulait dire, par conséquent, des politiques publiques, ça voulait dire des moyens d'exception. Le budget de la culture a doublé la première année, pour chaque année un peu plus grimper, y compris dans des deux grandes périodes de crise, en 83 et en 92, jusqu'à atteindre 1%. Ça veut dire aussi une fiscalité spéciale pour les écrivains, en assurant l'extension dans le temps pour les artistes. Ça veut dire aussi ce qui a été évoqué dans ce film, pour encourager la création cinématographique et la création du visuel, un système dit de quotas, c'est-à-dire d'obligations pesant sur les chaînes publiques et privées, d'engager un certain nombre de crédits pour la production audiovisuelle et d'assurer la diffusion d'une majorité de films européens ou de films français. Donc c'est une exception culturelle française, comme il peut y avoir une exception culturelle allemande, Exactement. anglaise, espagnole. Exactement. Alors, je voudrais juste, la deuxième chose, c'est qu'on parle de la France, grande puissance culturelle mondiale. Est-ce que ce que vous avez initié avec François Mitterrand en 1981, est-ce que vous avez l'impression qu'aujourd'hui, la France est toujours une grande puissance culturelle mondiale? Et deuxième question, à quoi ça sert d'être une grande puissance culturelle mondiale aujourd'hui? Bon, d'abord, je n'ai jamais employé cette expression grande puissance culturelle. Certains ont utilisé une expression qui me paraît plus juste, le modèle culturel français. Et c'est vrai que ce que nous avons engagé avec Mitterrand, et je n'ai même pas évoqué à l'instant tous les grands travaux, la pyramide du Louvre, l'opéra, et partout à travers la France, les musées, les centres d'art, les salles de musique actuelles, tout ça a été présenté surtout par nos amis de l'extérieur comme un modèle dont on pourrait s'inspirer. Et d'ailleurs, certains pays ont à plusieurs reprises suivi cette direction selon les majorités politiques, en Espagne, au Portugal, dans les pays du nord de l'Europe, et parfois aussi en Asie ou en Amérique latine. Mais alors, aujourd'hui, vous avez toujours l'impression qu'il y a une grande politique culturelle pour la France? Disons qu'il y a, à la différence de, il faut comparer, à la différence de pas mal de pays qui ont renoncé, qui ont baissé les bras, et il y a encore un effort qui est engagé. Peut-être pas aussi intense que celui que nous avions conçu à l'époque. Et puis, il faut dire que tout ce qui a été réalisé dans les années 80-90 demeure. C'est métamorphosé. Je veux dire que le Louvre, le Grand Louvre est toujours là et prend des initiatives. L'opéra, le nouvel opéra, est devenu en effet l'un des plus grands opéras du monde et, sous la direction de Lissner, va connaître, je pense, des moments très heureux dans les prochains mois. Bref, il y a une synergie, une cinétique s'est mise en marche qui entraîne des initiatives à travers les festivals, à travers les 1001 initiatives, je répète, qui sont prises ici ou là. Donc, malgré ou grâce au pouvoir public, il y a en France, je le crois, un mouvement, une passion pour l'art. C'est un des seuls pays, ou en tout cas Paris est une des seules capitales du monde, où vous pouvez, ce soir par exemple, voir des films de 40 ou 50 pays.
Souvent, vous prenez publiquement à partie ce déclinisme français, cette espèce de grande dépression collective qu'ont les Français, en vous opposant justement à ce côté dépressif des Français. C'est quoi le rôle finalement de la culture, d'une politique culturelle par rapport à ce mal collectif que nous vivons depuis des dizaines d'années, qui sont que les Français sont dépressifs face à la crise, face à l'avenir, face à la confiance en eux-mêmes? Est-ce que la culture a un rôle face à cette grande dépression? J'en suis convaincu. Bon, la preuve... Avec peu d'effet pour l'instant. Mais non, mais parce que il faudrait peut-être s'inspirer un peu de ce que les artistes, les créateurs, les inventeurs, et aussi les initiatives que nous avons prises suscitent comme enthousiasme. La fête de la musique vient d'avoir lieu. Pendant 24 heures, tout à coup, les gens sont heureux de se retrouver. Un des secrets, je pense, de cet événement qui est très différent d'une fête habituelle. C'est exporté dans le monde entier. Hein. Et c'est par ailleurs, c'est propagé dans 120 pays. Mais l'originalité de cet événement, je crois que c'est que les artistes amateurs ou professionnels, tout à coup, deviennent les acteurs. Et c'est comme si le temps était suspendu pendant 24 heures. Chaque année maintenant, c'est inscrit dans les têtes, dans les mœurs, et il n'est au pouvoir de personne d'ailleurs, ni d'un gouvernement, ni d'un parti politique, ni de qui que ce soit, de l'empêcher. C'est un rendez-vous que les Français se donnent à eux-mêmes. C'est un moment de partage, un moment de rencontre. Eh bien, personnellement, j'aimerais que dans beaucoup d'autres domaines, pas seulement la culture, on puisse révéler aux Français ce qu'ils sont, en tout cas aux habitants de ce pays, ce qu'ils sont, c'est-à-dire aussi créatifs que les musiciens. Et notre pays, en effet, regorge de talents multiples, scientifiques, intellectuels, économiques. Mais les Français ne le savent pas ou on ne leur montre pas. Et nous avons un système de médias quand même qui, chaque soir, déverse des nouvelles effroyables et s'en nourrissent. Ce sont les trains qui n'arrivent pas à l'heure, Jack Lang. Oui, d'accord, c'est une formule, mais je pense que ce matin, j'étais à une réunion que le président de la République concluait à l'Institut du monde arabe. C'est une initiative qu'il a prise, qui s'appelle « La France s'engage ». J'aurais aimé que vous soyez là. C'était impressionnant. Des milliers d'associations dans toutes sortes de domaines, médical, éducatif, culturel aussi, social, animés souvent par des jeunes, qui ont présenté leur travail. Oui, mais Jacques, c'est impressionnant. Comment vous expliquez justement ce décalage entre la formidable énergie créatrice des Français, quel que soit d'ailleurs le secteur où elle s'exerce, et cette espèce de manque de confiance en elle de la population française dans son ensemble, cette espèce de difficulté qu'a la France à avoir confiance en elle-même pour imaginer l'avenir, alors que justement l'art, la culture, c'est justement une manière de se projeter dans l'avenir. Alors comment vous expliquez ce paradoxe entre ces deux France? Je pense qu'une responsabilité pèse aussi sur ce plan sur les pouvoirs publics. Je trouve qu'ils ne mettent pas assez en valeur, non pas leur travail, mais la réalité. Indépendamment de leurs réformes, bonnes ou mauvaises, leur devoir, c'est de dire au pays, ici et là, comment les choses bougent, changent, comment la France va de l'avant, et comment se prépare la société future. Les 10 années qui viennent seront pleines de changements. Et je pense que nos dirigeants, quel que soit leur mérite, manquent parfois d'enthousiasme, manquent parfois de chaleur, manquent parfois d'imagination aussi. Voilà. Alors nous avons posé la question, Jack Lang. Oui. Le pays est plus imaginatif, plus créatif, plus inventif et plus enthousiasmant que la plupart des dirigeants. La plupart. Il y a quelques exceptions, par bonheur. On ne cite pas de nom. Hein. On ne cite pas de nom. Nous avons posé la question, c'est le premier résultat de notre sondage Harris Interactive. Je me tourne vers vous, Magali Girard, prenez le micro, bonsoir. Bonsoir. Sur le rayonnement de la culture française face à un mot que vous détestez, je sais, la mondialisation. Ce n'est pas ce mot, hein? Je l'aime bien si on l'applique à certaines réalités économiques. Alors, je ne l'aime pas si on l'applique à la culture. Je préfère le mot universalité ou internationalisme. Enfin bon, on ne va pas chipoter. Alors, notre pays est-il menacé, Magali Girard, et que dit le sondage ? 71% des Français partagent le sentiment que le rayonnement culturel français aujourd'hui est menacé
par ce contexte d'internationalisation croissant, dont même 31% qui pensent qu'il est fortement menacé. C'est donc une menace à laquelle les Français sont extrêmement sensibles. Alors peut-être pour comprendre, les Français sont extrêmement attachés à la culture et c'est sans doute à travers cette expression donc assez consensuelle de la menace, la crainte de voir se diluer peu à peu l'identité collective, la particularité française qui est portée par notre culture, et sans doute également la crainte de voir des atouts culturels français, comme la production cinématographique par exemple, qui ont pu assurer jusqu'alors le rayonnement de la France à l'étranger, sans doute être de moins en moins capables à porter cette spécificité française. Merci Magali Mathias. On voit bien quand même, Jacques Lang, qu'il y a une interrogation des Français sur le risque de perte d'identité face à ce qu'on appelle la mondialisation, qui n'est pas l'universalité de la culture, mais qui est cette espèce de partage instantané de l'ensemble des cultures, des peuples, des idées, des échanges. Vous pensez qu'il y a une menace sur l'identité de la France par justement cette grande bulle d'échanges permanents du monde entier? Est-ce que vous partagez l'avis des Français? La menace d'uniformisation, c'est plutôt ça, la menace de standardisation, elle ne pèse pas seulement sur la France, elle pèse sur beaucoup d'autres pays. Car trop de gouvernements, un peu partout, baissent les bras et n'encouragent pas suffisamment leurs auteurs, leurs créateurs. Quand on voit la situation qui est faite, ce n'est pas le cas en France, pour les libraires aux États-Unis et des difficultés extrêmes que rencontrent certains écrivains américains alors qu'il y a des gens de très grand talent. Même en Corée, où alors l'exception coréenne a fonctionné à plein en faveur du cinéma, d'où un cinéma coréen très présent et très actif. Malheureusement, les Américains ont réussi à faire baisser un peu les quotas de protection. Des séries coréennes brillantes, présentes à travers le Japon, la Chine, la Corée et dans d'autres pays. Mais quand même, il y a aussi cette standardisation, cette uniformisation qui risque d'envahir le monde si chacun, c'est à la portée de chacun, chaque ville, chaque région, chaque pays, ou chaque continent, je pense, à l'Union européenne, ne se bat pas pour soutenir la création originale. Alors vous ne le dites pas, mais cette uniformisation, est-ce que ça n'est pas une américanisation de la culture? Mais non, parce que les Américains eux-mêmes sont victimes de cette uniformisation. C'est-à-dire moi, je ne suis pas contre les grands écrivains américains, William Styron, ni contre les grands cinéastes américains, Scorsese, pour citer quelques noms. Et le cinéma indépendant américain lui-même est victime de cette standardisation, de ces facilités commerciales et consuméristes. Donc c'est un mal mondial. Alors, quand vous êtes évidemment une grande puissance économique, militaire, la puissance de feu est évidemment beaucoup plus forte. Et la puissance de résistance peut être aussi plus forte. Alors, si on revient à l'Europe, on voit qu'il y a beaucoup de débats aujourd'hui sur la configuration, la construction européenne au XXIe siècle. Et en laissant de côté les problèmes économiques, on voit bien qu'il y a une difficulté à construire un vivre collectif en Europe. Est-ce que la culture européenne, aujourd'hui, c'est une réalité? Parce que vous parliez tout à l'heure des exceptions culturelles nationales. Est-ce qu'il faut construire une exception culturelle de type européenne? Oui, nous avons réussi, non sans mal, il faut le dire, parce que à Bruxelles, les théologiens de la libre concurrence ont voulu tuer à plusieurs reprises ces règles spéciales d'encouragement à la culture. Ils ont tenté ça encore voici quelques mois. Je crois qu'ils se sont un peu calmés parce que le gouvernement français a tenu bon. Oui, moi j'avais rêvé qu'on puisse construire une véritable union culturelle européenne. Ce qui ne voulait pas dire qu'allaient disparaître les cultures nationales. La culture est d'abord nationale ou locale. Mais j'aurais aimé que nous ayons des règles communes, par exemple pour l'encouragement à la création cinématographique. On n'a pas pu le faire parce que les autres pays ne le voulaient pas. Mais ce qui compte d'abord, c'est que déjà la Commission nous fiche la paix. Qu'elle laisse les auteurs, les écrivains, les artistes créer dans leur pays sans être contraints de se soumettre à je ne sais quelle obligation européenne qui n'a pas de sens dans le domaine de la culture.
Alors, vous souhaitez que la Commission nous fiche la paix. Question, comment est-ce que l'on fait pour faire en sorte de faire rayonner cette culture française? Je me tourne vers notre premier témoin. Prenez le micro, bonsoir. Vous appelez Charles Vix et vous êtes peut-être un futur Jack Lang, hein, d'ailleurs. Alors, vous êtes, vous, un professionnel du spectacle chargé de mission art de la scène et industrie culturelle au sein de l'Institut français. Dites-nous, Charles Vix, en quelques mots, quelles sont les missions de ce qu'on peut appeler une agence gouvernementale de diffusion de la culture française? Eh bien, bonjour. Oui. L'Institut français, c'est donc l'opérateur du ministère des Affaires étrangères pour l'action culturelle extérieure de la France. C'est l'outil de la diplomatie culturelle de la France à l'étranger et qui fait la promotion de la culture française et participe au rayonnement de la culture française dans tous les pays du monde. Donc vous, votre mission, c'est d'organiser des manifestations? Alors en particulier, moi je travaille dans un bureau qui s'appelle le Bureau des Saisons, qui s'occupe de faire la promotion des cultures françaises à l'étranger dans le cadre de festivals ou d'années, qu'on appelle années croisées. Et on fait donc venir aussi les cultures étrangères en France. Et ce que je trouve important, c'est qu'on entendait votre conversation, mais qu'il n'y a pas cette logique toujours un peu unidirectionnelle. On a l'impression d'une culture française qui s'exporte toute seule. En fait, on est vraiment dans des logiques de collaboration avec les artistes, puisque défendre la culture française à l'étranger, c'est aussi défendre les cultures étrangères en France. On ne peut pas juste promouvoir la culture française de manière unidirectionnelle comme ça dans un pays. Il faut que les artistes se rencontrent, et ça, c'est sans doute un des éléments essentiels. Et les festivals que nous organisons à l'Institut français participent de cette logique. Vous sentez qu'il y a une action utile dans ce que vous faites ou c'est un petit peu vain? Vous voyez ce que je veux dire? Absolument, c'est complètement essentiel. Oui. Je pourrais prendre l'exemple, par exemple, de la saison qu'on a fait avec le Vietnam, une année croisée avec ce pays d'Asie. C'est très important. On a pu exporter, par exemple, le Festival des siestes électroniques, qui est un festival majeur à Toulouse. C'était pour la première fois au Vietnam un élément comme ça dans l'espace public de cette nature. Donc je crois que ça a eu un retentissement assez important au Vietnam. C'était pour eux une expérience nouvelle. Et ils ont découvert aussi une France novatrice qui aussi sait s'exporter. Et à l'inverse, on a d'ailleurs fait venir des DJ à la Technoparade, des DJ vietnamiens, ce qui a été aussi un long dialogue avec la partie vietnamienne pour faire en sorte que ces artistes-là, dans un pays compliqué, puissent se montrer à l'extérieur. Charles Vix, question un peu sensible. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a aujourd'hui une baisse des subventions de l'État en ce qui concerne les actions, notamment de l'Institut français? Vous avez moins de moyens aujourd'hui pour diffuser la culture dans le monde? Mais en fait, on est dans un contexte global de restrictions budgétaires partout, mais je pense qu'on est en capacité de trouver des moyens financiers, notamment des moyens au terme de mécénat, via les collectivités territoriales qui appuient les actions qu'on souhaite mener. Et dans le cadre, nous, de nos activités... Ça baisse ou pas alors? Vous avez moins d'argent? Ma question. On n'a pas moins. En fait, les modèles d'argent sont différents puisqu'on a de l'argent public qui, lui, effectivement, a une tendance à diminuer, mais on trouve des ressources financières différentes en allant chercher de l'argent auprès des collectivités et des villes qui souhaitent, comme Lyon, par exemple, ou Toulouse, exporter leur ingénierie culturelle. Merci à vous, Charles Vix. Ce que vous venez de dire est très bon et très juste. Enfin, il y a quand même, moi je regrette, à titre personnel, qu'il y ait une baisse des crédits d'État. Mais en même temps, c'est vrai que les responsables comme vous se débrouillent pour trouver d'autres ressources. Mais ce que dit monsieur est très juste. Ça me gêne toujours quand on dit la puissance culturelle, l'influence culturelle. Mais tout est à base de réciprocité. Plus nous sommes, vous l'avez très bien dit, plus nous sommes hospitaliers à l'égard des cultures du monde, plus nous attirons les autres pays. Ça ne se fait pas à sens unique. Bientôt se prépare une année sur la Corée, qui sera une année croisée aussi, je crois. Des manifestations importantes confiées à Henri Loirette, l'ancien patron du Louvre, se dérouleront au Grand Palais. Ce sera un événement considérable. Tandis qu'en Corée, même, il se prépare à accueillir des artistes français. Et cette connaissance mutuelle, cet enrichissement mutuel, c'est comme le métissage interne en France. On parle de l'identité, mais c'est fabuleux cette chance que nous avons historiquement d'avoir été ensemencés par des cultures multiples, cultures de l'intérieur, cultures venant d'autres peuples à différentes périodes de l'histoire. C'est la richesse. Jack Lang, je pense que tout le monde le comprend. La réalité, elle est un peu différente parce qu'on assiste quand même un peu à un repli culturel français, un repli culturel des Français sur eux-mêmes, et en même temps, on assiste aussi à une évasion d'un certain nombre d'artistes français qui ne choisissent pas la France comme étant leur point de création. Est-ce que la France est aujourd'hui un pays d'accueil des artistes étrangers? Oui.
Je l'ai beaucoup encouragé, évidemment. J'ai encouragé par des nominations qui étaient évidemment un peu pas brutales, mais un peu spectaculaires. Par exemple, quand nous avons créé le Théâtre de l'Europe à l'Odéon, il est toujours en fonction. C'est un Italien, le grand Giorgio Streller, que nous avons nommé à la tête du Théâtre de l'Europe. Parfois, il est arrivé que ce soit des Français qui aillent au Piccolo Teatro de Milan, moi en particulier, comme directeur pendant 2 ans, mais aussi Patrice Chéreau ou Ariane Nouchkine. Donc je crois qu'il faut absolument encourager ce mouvement de va-et-vient. Et Paris est certainement, et pas seulement Paris d'ailleurs, vous avez eu raison de citer Toulouse, Lyon, Marseille, Grenoble, Lille. Ce sont des villes à la fois très françaises sur le plan culturel, mais très internationales. Alors on a assisté aussi au cours des dernières années à certaines personnalités culturelles, Bernard-Henri Lévy par exemple, pour ne pas le citer, qui conduisent une action qui était à la frontière entre l'action culturelle, la création, la diplomatie, l'humanitaire. Est-ce que vous pensez que c'est une nouvelle évolution de ce que peut être le rayonnement culturel de la France, c'est-à-dire de ne pas simplement prendre en compte les éléments culturels? Bon, c'est une histoire, une épopée personnelle, je dirais. Il n'y a qu'un Bernard-Henri Lévy. Ouais. Alors si vous voulez bien, il y a la suite de notre sondage, parce qu'il y a le côté pile, Jack Lang en parle depuis tout à l'heure, de effectivement la richesse culturelle française, les échanges avec les pays étrangers, mais c'est une confrontation positive, mais aussi le côté face et la destruction du patrimoine culturel. C'est le cas au Proche-Orient, un sujet que vous connaissez bien. Peut-être on peut parler de ce phénomène avec vous, Magali Girard. C'était la deuxième question posée par Harris Interactive dans le cadre de cette enquête sur les Français et la culture. Une réponse sans équivoque. Peut-on parler à ce sujet de crimes contre l'humanité ? Alors effectivement, une question qui fait donc écho à un fait d'actualité récent, et donc la destruction du patrimoine culturel en Irak. Les Français sont unanimes, 82% estiment que de tels actes devraient être considérés comme un crime contre l'humanité. On a ici toute l'illustration de l'importance et des valeurs qui sont derrière la culture d'un pays, que ce soit l'identitaire, mais également les valeurs et bien sûr le passé historique d'un pays qu'il convient de défendre et de préserver à tout prix. Crime contre l'humanité, réponse sans équivoque. Hein. Jack Lang, tous les Français ont dans la tête, dans leurs yeux, les images que l'on a vues de destruction des œuvres d'art assyriennes au musée de Mossoul, du site de Vinin en Irak, après les Bouddhas de Banyan en Afghanistan. Est-ce que vous croyez qu'il faut créer, d'une manière ou d'une autre, un droit d'ingérence culturelle pour protéger ce patrimoine culturel et artistique mondial ? D'abord, il existe, on ne le rappelle pas, des conventions internationales adoptées sous l'égide de l'UNESCO, qui définissent très clairement ce que doit être la protection des biens culturels en cas de guerre. Simplement, ces conventions sont violées. Droit d'ingérence, si vous voulez vous ingérer, aller sur place, vous avez la liberté de le faire. Mais je ne vois pas aujourd'hui, si on pense à la Syrie, si on pense à Palmyre en particulier, Palmyre qui est une cité historique qui a été traversée par de nombreuses civilisations, notamment romaines. C'est une splendeur, c'est un chef-d'œuvre, et on tremble à chaque instant, se disant que cette cité peut être rasée à jamais. Oui, mais puisque dans le même temps on n'intervient pas, et probablement on ne peut pas intervenir, je parle clairement, pour arrêter Daesh à Palmyre, lorsque Daesh détruit les êtres humains. Car en ce moment même, il y a torture, violence, destruction, viol de femmes à Palmyre et dans la région de Palmyre. N'imaginez pas que, puisqu'on ne fait rien pour l'empêcher, on ne va pas se précipiter vers les ruines romaines de Palmyre. La question, elle est politique. C'est-à-dire, est-on capable ou non de trouver une solution politique, elle ne sera pas militaire, à la situation de la Syrie et de Daesh. Et ça passe par quoi ? Ça passe par un accord éventuel avec la Russie,
qui soutient le régime Bachar el-Assad. Ça passe par éventuellement les négociations avec l'Iran et d'autres. Et c'est ainsi qu'on sortira de cette crise. C'est très difficile. La destruction culturelle a toujours été utilisée par les différents totalitarismes au cours de l'histoire. Est-ce que vous avez l'impression que l'histoire se répète, malheureusement, parce que c'est le lot de l'histoire, ou est-ce qu'il y a une dimension différente aujourd'hui à cette destruction des œuvres d'art? C'est vrai qu'il y a, de la part des totalitaires et qui dirigent Daesh, une sorte de haine fanatique contre tout ce qui incarne une civilisation autre que celle qu'ils prétendent construire. Donc ils détruisent tous les monuments, toutes les formes de création qui expriment cette civilisation. C'est vrai. En même temps, notez aussi, on ne dit peut-être pas assez, qu'ils sont assez cyniques pour s'emparer de morceaux de ces œuvres, des statues et autres, qu'ils revendent à plus ou moins bas prix, qui transitent par le Liban, par exemple. Et parfois, il arrive que certaines bonnes âmes occidentales achètent ces œuvres qui ont été pillées et volées au peuple syrien. Justement, je voudrais que nous entendions ce témoignage sur ce plateau, le plateau de Place aux idées, ce soir, avec vous, Naïssam Jalal. Bonsoir. Bonsoir. Prenez votre micro, parlez bien dans le micro. Vous êtes musicienne, alors vous êtes née à Paris, de parents syriens, vous m'arrêtez si je me trompe, mais alors vous êtes formée à la flûte traversière au conservatoire, à Paris j'imagine, et vous êtes allée apprendre la flûte traditionnelle au Grand Institut de la musique arabe de Damas. Hein. Vous connaissez bien donc votre pays d'origine, qui est la Syrie, et aujourd'hui vous composez votre musique pour dénoncer les conflits, les crimes qui ravagent la Syrie, le Moyen-Orient. Exprimez-vous. Oui, effectivement. Donc, je voulais remercier Jack Lang pour ce qu'il a dit. Effectivement, on ne va pas, je veux dire, dans la mesure où la France ou d'autres pays européens ne sont pas capables d'arrêter la guerre et d'arrêter les crimes, ça serait absurde de voler au secours de ruines. Cela dit, je voulais juste apporter une précision, c'est-à-dire qu'effectivement, Daesh viole, tue, égorge, mais le régime l'a fait aussi depuis 4 ans. Donc, je veux dire, on utilise dans les prisons syriennes le viol comme arme de torture systématique. Le gouvernement envoie du Viagra aux geôliers pour qu'ils puissent violer à tour de bras les femmes. Donc ça, c'est des choses aussi qu'on ne dit pas. On parle beaucoup de Daesh, mais il faudrait aussi parler du régime syrien. Et parce qu'en préparant l'émission, vous me disiez, je dis, vous êtes une opposante à Bachar el-Assad, mais vous m'avez répondu, et à juste titre, mais tout le monde est opposant, ou presque tout le monde, à Bachar el-Assad en Syrie. Disons que oui, la grande majorité du peuple syrien est opposant au régime de Bachar, parce que chacun a perdu un frère, une sœur dans les bombardements, ou tué par un sniper, ou par un baril de TNT qui est tombé d'un avion du régime. Donc ça, c'est des choses qu'il ne faut pas oublier de dire, je pense, quand on parle de Palmyre ou quand on parle de l'histoire de la Syrie. Après, par rapport à la destruction du patrimoine, à mon avis, c'est quelque chose quand même qu'il ne faut pas non plus minimiser parce qu'il y a des horreurs humaines et humanitaires qui sont en train de se passer. Effectivement, un peuple, pour pouvoir être libre et pour pouvoir être digne et pour pouvoir avoir un avenir, il faut aussi qu'il ait un passé. Et effectivement, détruire l'histoire et détruire le patrimoine, c'est aussi détruire l'identité d'un peuple. C'est aussi lui couper les jambes, c'est aussi lui interdire à jamais de se relever. Donc c'est aussi pour ça, à mon avis, que c'est très important le patrimoine et les monuments qu'on peut encore voir, visiter et se dire « Ah, il fut un temps où les Syriens c'était ça, où la Syrie c'était ça ». Et vous-même, vous manifestez votre opposition, votre révolte à travers la musique que vous composez, c'est ça ? Oui, parce que c'est ma façon de m'exprimer. Donc je compose, c'est vrai que j'ai une démarche où je suis toujours dans une recherche d'émancipation dans ma musique. Et donc forcément, ça passe par une démarche d'émancipation esthétique, mais aussi politique et aussi sociale sur des questions... Jacques Lang, on a beaucoup parlé de destruction, notamment dans les pays arabes, mais il y a aussi l'investissement des pays arabes dans le monde de la culture. Voilà. Il y a des gros débats en France sur faut-il accepter qu'un certain nombre de capitaux de pays arabes, le Qatar pour ne pas le citer, puissent être aussi présents dans l'économie française. Est-ce que ça représente aussi, dans le monde de la culture, une question, l'investissement massif des pays arabes, qui ne sont pas toujours des pays qui respectent l'ensemble des droits de l'homme, les droits des femmes, dans la culture mondiale, voire dans la culture française ? Bon, je note que vous citez le Qatar,
mais vous n'en citez pas d'autres. Non, Ah, mais écoutez, parce que là aussi, il y a quand même une propagande, je dirais, qui concentre sur ce pays la totalité des reproches qui pourraient être adressés à d'autres. En plus, ce pays, le Qatar, est intéressant pour nous parce qu'il est spécialement francophile et francophone, ce qui n'excuse en rien d'autres sujets qu'on peut évoquer. Mais d'abord, le Qatar, ou les Émirats arabes unis, ou l'Arabie saoudite, ou d'autres pays du Golfe, c'est à ces pays que vous pensez, n'est-ce pas? N'investissent rien, à ma connaissance, dans la culture française en France. Je me réjouis que le Louvre à Abu Dhabi, et j'ai soutenu le projet, je le soutiens, se construise à Abu Dhabi, parce que c'est riche de possibilités ultérieures. Je me réjouis quand l'architecte Jean Nouvel, à qui j'avais confié il y a 30 ans la construction de l'Institut du monde arabe, soit devenu une star mondiale et construise aujourd'hui un magnifique musée à Doha et un autre remarquable musée à Pékin, où se construit aussi le Louvre à Abu Dhabi. C'est dans ce sens que les choses se font avec ces pays-là. Est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe quand même entre la J'aimerais bien, comme Institut du monde arabe, recevoir quelques centimes pour restaurer l'immeuble de Lima. Vous savez, il y a le magnifique moucharabier qui ont été conçus par Jean Nouvel il y a 35 ans. Non. La mécanique est bloquée parce que des crétins ont agi dessus. Je veux absolument qu'il refonctionne parce qu'il s'ouvre et se ferme. Il s'ouvrait et se fermait au gré de la lumière. Et j'ai frappé à quelques portes. Mais pour l'instant, je ne me plaindrai pas si tel ou tel pays vous citez venait de nous apporter un peu d'argent. Dernière question, Jacques Lang, au président de l'Institut du monde arabe. Est-ce qu'il n'y a pas quelque part une contradiction entre la liberté totale de représentation de la création contemporaine, et qui fait partie d'ailleurs de l'exception culturelle française, et un certain nombre d'interdictions religieuses dans les pays du Golfe? Parlez plus concrètement. Il y a une contradiction. Est-ce qu'il y a une contradiction entre cette liberté de création, qui est le fondement même de cette exception culturelle française, comme elle peut être européenne, et le fait que dans un certain nombre de pays, la représentation du prophète, la liberté de création, la liberté de présentation des œuvres ne soit pas respectée? Parlons concrètement. Pour avoir suivi de près, je ne vais pas prendre la défense de qui que ce soit, mais il faut parler objectivement, pour avoir suivi de près la construction du Louvre à Abu Dhabi, des collections se constituent d'art contemporain ou d'art ancien. Ce sont des comités mixtes. La France, d'ailleurs, le musée du Louvre en particulier, exerce une influence importante. Et chaque fois, on me dit, aucune censure. Aucune censure. Et donc, au Louvre à Abu Dhabi, on pourra voir de très nombreuses œuvres qui concernent de nombreuses religions, qui concernent de nombreuses croyances, et qui présenteront éventuellement le corps humain de façon libre. Voilà, fin de la première partie. Merci à vous, Mathias Léridon. Je remercie au passage aussi Naïsam Jalal pour son témoignage. Nous allons accueillir dans un instant, tout de suite, Laurent Bigorgne. Alors, Laurent Bigorgne de l'Institut Montaigne, Jacques Lang, c'est notre spécialiste économique. Hein. Vous allez voir, il est assez précis dans ses questions, lui aussi. Et oui, la culture est un marché mondial également. Il n'y a pas que les belles idées, d'où cette interrogation qui revient très souvent et pas toujours de manière très aimable. Faut-il privatiser la culture? Je vous propose cet autre sujet signé Laura Roseman sur le financement de la culture en France. La scène se passe à l'Assemblée nationale il y a quelques semaines. La parole est à monsieur Guénaël Huette. Le député Les Républicains de la Manche s'adresse à la ministre de la Culture. Le verdict est sans appel, Madame le ministre. Depuis l'été dernier, 150 festivals ont disparu en France. Toutes les régions, toutes les expressions artistiques sont concernées. Le constat est amer. La baisse du budget de la culture affecte directement le spectacle vivant à travers toute la France. Moins 4% en 2013, moins 2% en 2014. En 2015, il se stabilise à environ 7 milliards d'euros. Ces subventions, ces aides, sont-elles essentielles à l'équilibre de la production artistique française? Pour les petites structures d'abord. Prenons un exemple avec ce reportage diffusé sur LCP en 2012. Le théâtre studio d'Alfortville était directement menacé par la baisse des subventions de l'État.
Cette commande est peut-être une des dernières, car dans un mois, cette salle de création sera contrainte de baisser le rideau, après 17 ans d'existence. On fait un constat, au 1er décembre, on n'est pas assez nombreux pour continuer l'activité. Maintenant, on pose la question à tous, qu'est-ce qu'on fait ? Seule solution, demander des subventions exceptionnelles. Et c'est comme ça que le théâtre survit depuis plusieurs années. Pour les structures plus importantes ensuite, comme les musées nationaux. Le Louvre par exemple. C'est le plus grand musée de Paris, le plus emblématique aussi. L'État contribue à 50% de son financement, un chiffre en baisse, crise budgétaire oblige. Pour contrebalancer, les musées comme le Louvre, mais aussi le Centre Pompidou ou Orsay, ont trouvé de nouvelles sources de financement. Premier levier, les contributions de donateurs privés, entreprises ou particuliers. La plupart de ces donateurs donnent un chèque en blanc, avec en bonus un logo sur l'affiche d'une exposition, un cocktail ou une visite privée. Deuxième levier, le mécénat populaire. Les musées font appel à la générosité de leurs visiteurs pour acheter ou rénover des œuvres. C'était le cas l'an dernier au Louvre, qui lançait un appel aux dons pour acquérir cette table, dite table de Taschen, la 5e opération depuis 2010, une réussite. Retournons à l'Assemblée. À partir de 2015 et jusqu'en 2017, et comme le Premier ministre l'a indiqué à de nombreuses reprises, le budget du ministère de la Culture sera non seulement stabilisé, mais augmenté au cours des prochaines années. La culture coûte cher à l'État, mais la ministre a peut-être en tête ce chiffre, tiré d'un rapport commun à son ministère et à celui de l'économie en 2013. Pour le PIB, la culture pèse 7 fois plus que l'industrie automobile. À l'heure des coupes budgétaires, à l'heure aussi où de plus en plus d'acteurs du secteur privé y investissent, la culture doit-elle rester aux mains de l'État ? Ouais, c'est une vaste question, Laurent Bigorgne, financement public ou privé ? Allez. Monsieur le ministre, bonsoir. Bonsoir. Monsieur le Président, même, devrais-je dire. On a encore les moyens de cette politique culturelle. Aujourd'hui, un pays comme la France a les moyens de ses ambitions ? Je réponds oui, 2 fois oui. 2 fois oui. Oui. La première et la deuxième. 3 fois oui, si vous voulez. Et je le prouve par des faits. Quand en 1983, c'est loin, très loin, la France était dans une situation économique désastreuse. Un commerce extérieur qui s'écroulait, un chômage en ascension, une inflation qui était encore à 8 ou 10%, 2 ou 3 dévaluations successives. Vous le savez, à ce moment-là, le gouvernement, on le lui a reproché, a dû adopter un plan de rigueur. Et la décision qui a été prise par le président de la République a été de sauvegarder le budget de la culture et le budget de la recherche scientifique comme élément de l'avenir. Non seulement de sauvegarder, mais d'augmenter, conformément à la promesse que nous avions faite, augmenter ce budget année après année. Deuxième grande crise, en 2012, 92, de l'éducation plutôt. 92, un chômage de masse. Et là encore, je me trouvais à ce moment-là et à l'éducation nationale et à la culture, nous avons obtenu les 2 meilleurs budgets de cette période. Donc c'est une question de volonté politique. Si, comme je le crois, la culture, alors parlons économie, je ne veux pas ramener la culture à l'économie, mais si la culture, l'éducation, la recherche scientifique sont les premiers investissements économiques d'un pays, alors il ne faut pas, en effet, mégoter. Alors, là, vous venez de dessiner un tableau d'ensemble, et partons de votre hypothèse. C'est-à-dire qu'il faut effectivement encourager le tourisme, encourager les Français, encourager l'innovation. Est-ce qu'on ne peut pas néanmoins s'interroger parfois sur des allocations qui sont faites ? C'est-à-dire, est-ce qu'au fond, à un certain moment, il n'y a pas trop de festivals, avec peut-être pas toujours la qualité qui est au rendez-vous ? Est-ce qu'au moins ce budget ne pourrait pas de temps en temps être revu ? Parce qu'on l'a vu, il y a quelques problèmes de gouvernance malgré tout dans ce maquis culturel. Ça, je ne le nie pas, je suis certain que... Mais il ne faut pas mélanger les deux sujets. Certains disent même des rentes. Oui, il y a certainement des gâchis ici ou là, et il faut faire la chasse à ces gâchis, c'est évident. Mais c'est marginal. Il ne faut pas que l'effort principal soit relâché. Bon, je suis heureux de constater que le Premier ministre a annoncé récemment qu'il préserverait le budget de la culture. Il y a une forme de regret dans sa bouche. Hein. Oui, il l'a dit. Et qu'il l'augmenterait même l'année prochaine et l'année suivante, sans atteindre, disons-le, l'étiage qui fut celui de l'époque, je dirais, Lang-Mitterrand, c'est-à-dire 93. Je crois qu'il y a une différence au moins de près d'1 milliard entre ce qu'est l'étiage actuel et ce qu'était le niveau de subvention ou de crédit en 93. On reste loin de l'objectif fameux des 1% du budget. Nous l'avions atteint. Oui. Mais désormais, on en est loin.
on en est loin. On a interrogé les Français sur leurs préférences. La culture, financement public ou privé. Magali Girard, que disent les personnes sondées par Harris Interactive? Qu'est-ce qui est le mieux, au fond? Le mieux ou le moins bien, je ne sais pas, mais les Français sont favorables en tout cas à ce que le soutien du secteur et le développement du secteur de la culture reste prioritairement dans les mains de l'État. Ils sont 59%. Public donc, public. 59%, exactement, exactement, contre 39% toutefois qui, fort du constat donc d'une certaine rigueur budgétaire mais aussi animés par la volonté de soutenir la culture en France, sont favorables également à ce que les investisseurs privés puissent contribuer au développement de ce secteur. 59-39, les Français aiment leur culture, au fond, aidée par l'État, Jacques Lang. Ils sont assez fidèles, finalement. Je ne suis pas surpris, je m'en réjouis, si ce sondage est vrai, parce que les sondages, bon, disons que... On est tendance, quand même. Considérons-le comme vrai, puisqu'il est bon. C'est ça. Et c'est très politique, ça. Pardon ? C'est très politique, ça. Non, c'est très malicieux, plutôt. On va taquiner un peu les Français, si vous voulez bien. Ce sondage nous dit donc qu'il faut majoritairement un financement public, mais c'est peut-être oublier deux choses, dont une est montrée dans le petit reportage. Quand effectivement le Louvre veut acheter un objet, et ça fait 5 fois qu'il le fait en 5 ans, un objet magnifique, il procède aujourd'hui à ce qu'on appelle du crowdfunding, c'est-à-dire qu'il s'adresse au grand public pour réunir la somme nécessaire. Ça n'est pas dans ce sondage, mais peut-être que les Français ne sont pas encore complètement accoutumés, même si des institutions se lancent. Et puis, un autre exemple que j'aimerais discuter avec vous, la Fondation LVMH, qui est un bâtiment sublime aux portes de Paris, que le monde entier nous envie, et qui, pour le coup, doit tout à une initiative privée. Non, ça vous inspire quoi, ces nouvelles évolutions? Mais ça m'inspire, ça confirme ce que je pense depuis toujours. L'État doit, les collectivités locales doivent mener une politique ambitieuse et audacieuse en faveur de l'art, de la culture, de l'éducation et de la recherche scientifique. Mais non seulement je ne me plains pas des contributions privées, mais je les ai encouragées. J'ai fait adopter les premières lois de soutien aux fondations d'entreprise. J'ai même fait créer les fondations d'entreprise. Je me suis réjoui des textes que M. Ayagon a fait ensuite adopter en complément. Je ne suis pas contre. Et en effet, c'est une source complémentaire de revenus. Et puis, c'est pas si mal que l'on fasse appel aussi à la générosité des Français, et qu'il y ait d'autres formules pour alimenter. Mais disons que tout ça marche bien pour de grandes institutions. Le Louvre, le Centre Pompidou, quelques grands opéras. Mais n'oublions pas le tissu de la création, toutes ces 1001 compagnies, 1001 compagnies de théâtre, de danse, de musique, qui parfois sont débutantes. Elles ne trouveront pas facilement des mécènes. Les richissimes personnages dont nous parlons n'iront pas soutenir ces petites compagnies. C'est pourquoi il faut absolument maintenir un haut niveau de crédit public. De même, je regrette énormément que le plan art et culture à l'école, que nous avions décidé avec Catherine Tasca en 2000-2002, ait été supprimé. On parlera d'éducation tout à l'heure. Et n'ait pas été rétabli. Or là, ce n'est pas des fondations privées, sauf exception. Sauf exception aussi, récemment, la Fondation Total a organisé un événement autour de l'éducation musicale à l'école. Je reviens un instant sur ce que vous avez dit sur justement ces mécènes. Il y a quelque chose de très frappant, c'est que jamais dans notre histoire, on a vu des gens accumuler parfois aussi vite tant de fortune. C'est quelque chose de très nouveau, ça vient notamment de l'économie numérique, mais pas seulement. Or, on a un code civil qui n'a pas bougé. De sorte qu'aujourd'hui, si on voulait voir émerger en France un Warren Buffett ou un Bill Gates donnant la totalité de sa fortune à une fondation, il ne pourrait pas le faire parce qu'en gros, le Code civil dirait vous déshéritez vos enfants. Il y a plein de gens qui militent pour qu'évolue au fond ce droit testamentaire, ce droit civique. Vous êtes favorable, vous, à ce qu'on ouvre cette question pour permettre peut-être plus de générosité publique? La question mérite d'être posée comme vous la posez. Waouh. Alors que va devenir la culture de demain et si nous nous tournions vers les nouvelles générations, vers vous, Laura Millet. Alors vous êtes très jeune, hein, vous avez 23 ans, bonsoir, prenez le micro. Parlez bien dans le micro. Hein. Alors vous débutez, vous êtes en stage chez Artevia. Oui, absolument. Décrivez-nous ce qu'est Artevia, une sorte d'agence. Oui, absolument. Alors c'est un opérateur privé de la culture qui travaille donc pour la production de manifestations culturelles pour des comptes publics sous la forme généralement de délégations de services publics, mais aussi pour des opérateurs privés ou bien des institutions comme des grands musées
dont l'Institut du monde arabe. Si je vous comprends bien, alors vous êtes diplômé d'un master, c'est ça? Vous allez vers un diplôme de management des organisations culturelles, c'est ça? De l'Université Paris-Dauphine. Donc c'est un master qui existe maintenant depuis bientôt 30 ans et qui forme donc des personnes à la gestion pour ce domaine bien spécifique. Je voudrais que vous nous donniez un exemple très précis de ce que produit Artevia, par exemple. Par exemple, donc je pense à des expositions, une exposition qui va se dérouler à la rentrée à l'Institut du monde arabe, qui s'appelle Osiris, mystère englouti d'Égypte. Et donc Artevia accompagne l'Institut du monde arabe sur ce projet. Je précise que c'est le hasard pur, nous découvrons ça en direct, Jack Lang. Tant mieux, c'est une bonne pub pour cette exposition qui sera la grande exposition de la rentrée prochaine. À ceux qui nous regardent, ceci n'est pas un coup monté pour Jack Lang. Est-ce à dire que, au fond, la part privée dans le financement de la culture deviendrait prépondérante? Vous qui êtes si jeune, 23 ans, vous débutez dans ce métier, ça vous paraît indispensable? Alors, je pense que c'est tout à fait indispensable, mais ça n'est pas suffisant. Je trouve que Jack Lang en a très bien parlé. En fait, si on détaille un petit peu, les entreprises et la culture, c'est... disons que les opérateurs privés, c'est la loi du marché qui s'applique et elles n'ont pas une action qui est tout à fait désintéressée. Bien qu'il y ait effectivement une volonté philanthropique, il ne faut pas se leurrer. Les actions de mécénat donnent lieu à des contreparties, notamment en termes de visibilité, et ça s'inscrit forcément en faveur des opérateurs les plus forts, comme les grands musées ou les grands théâtres précités. En revanche, on peut s'interroger sur l'avenir des petits opérateurs de toutes les formes de culture émergente. La culture également de proximité, le tissu dont parlait Monsieur Lang, et qui est peut-être aujourd'hui bien plus fort en termes d'impact de culture populaire, des idées qui doivent être défendues. Et je ne pense que l'action du ministère est toujours aussi importante qu'elle ne le fut. Et le ministère doit prendre ses responsabilités face à la situation qui est la nôtre. Merci à vous, Laura Millet. Brillante intervention. Excellente. La relève est assurée. J'approuve totalement ce que vous dites. Et merci. Vous ne s'était pas calculé, mais c'est vrai que Artevia, sans Artevia, nous ne pourrions pas, l'Institut du monde arabe, concevoir cet immense événement sur Osiris ou les mystères engloutis de l'Égypte, qui présenteront le fruit des recherches d'une équipe française au large des côtes de l'Égypte. Et ils ont découvert, entre deux villes antiques qui avaient été submergées il y a très longtemps, des pièces uniques qui permettent de reconstituer ce qu'étaient les cérémonies de résurrection d'Osiris auxquelles participaient les pharaons. Et ce sera un événement, je pense, assez magique. Mais sans Artevia, nous n'aurions pas pu faire la mise de fond initiale importante. La complémentarité. On voit, il y a une génération de Jack Lang, c'est la génération effectivement de tout ce que vous avez mis en œuvre, aussi bien la culture qu'à l'éducation. On discutait tout à l'heure en aparté avant l'émission, on se disait mais il manque quand même aujourd'hui quelque chose, c'est la vision. C'est-à-dire que là, vous voyez, on a beaucoup parlé de financement, on a cet exemple de ce théâtre tout à l'heure qui ne vivait que d'expédients, c'est-à-dire de subventions exceptionnelles. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que la classe politique française, puisqu'on a fait le choix d'avoir un ministère de la Culture, on ne reviendra pas sur ce choix, qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'il y ait davantage de vision et que cette vision ne soit pas réduite à un précaré identitaire? Parce que quand même, il y a alerte sur ce sujet-là. Comment vous voyez les choses? Je pense à... On lance plus de grands projets aujourd'hui. On peut pas... Pardon? Il n'y a plus de grands projets comme ceux que vous avez initiés. Bon, je le regrette. Je le regrette parce que je pense que ce pays est ainsi fait, le nôtre, qu'il a besoin pour être tiré vers l'avant. On parlait tout à l'heure de la neurasthénie collective. Et les réponses sont multiples. Celles que tout à l'heure j'ai évoquées, faire que les citoyens soient acteurs eux-mêmes du changement dans tous les domaines de la vie, mais aussi proposer de grands projets mobilisateurs qui fassent rêver et qui soient utiles. Des grands projets, il en existe d'ailleurs, scientifiques, économiques, culturels. Les Français aiment être portés par des dessins d'envergure. Il en manque parfois aujourd'hui. Ou alors, s'ils existent, ils ne sont pas mis assez en exergue. Vous avez 3 décennies de vie politique. Vous la trouvez comment, la classe politique française? Je sais que ce n'est pas le sujet de l'émission, mais c'est quand même ça aussi dont on parle. Vous la trouvez à la hauteur des enjeux, justement, de ces enjeux-là? Il y a un sujet sur lequel je ne la trouve pas brillante.
c'est l'éducation. Car je note que la plupart des personnages de la politique ne s'intéressent à l'éducation que lorsqu'il y a une crise. Alors tout à coup, ils éructent, ils disent tout et n'importe quoi. C'est en vérité sur le dos de l'école qu'ils s'envoient des polochons ou des insultes. Puis une fois que le soufflet est retombé, indifférence totale, sauf de la part des élus locaux, qui connaissent quand même assez bien ce que sont leurs écoles ou leurs universités. On va se garder un petit moment à la fin de l'émission pour parler de nous empêcher de parler d'éducation. Non, on va ça. garder un petit moment pour parler d'éducation, mais je voudrais qu'on évoque d'abord le rouleau compresseur mondial que sont les GAFA. C'est un acronyme qui va vous faire frémir, mais j'imagine, c'est l'addition de Google, d'Amazon, de Facebook et d'Apple, les grandes entreprises mondes qui sont américaines. S'agit-il d'entreprises culturelles? Quelle perception en ont les Français? Mais vous avez posé la question à notre panel, Magali Girard, d'Aris Interactive. Réponse? Entreprises culturelles ou pas? Pour 76% des Français, clairement non. Certes, des plateformes puissantes d'information, de communication, voire de diffusion des œuvres culturelles, mais une entreprise culturelle, aux yeux des Français, non. La réponse est assez significative. Écoutez, merci Magali, à vous. J'ai essayé dans mon coin hier soir, Jack Lang, d'inventer un GAFA français. Je vous propose les QFOC. Alors ça c'est Quant, c'est un Google français en train de naître. J'y ai mis la FNAC, j'y ai mis Orange, j'y ai mis Canal+, QFOC. Enfin ça marche pas, nous ne sommes pas assez grands, Laurent Bigorne, pas assez conquérant peut-être. Oui, mais alors justement, c'est une bonne question parce que vous y avez mis Canal+, on aurait pu parler de Vivendi. Vous êtes vous à Lima. Il y a au fond un champ d'expansion considérable pour la francophonie aujourd'hui, qui est l'Afrique, et puis une partie du Proche et du Moyen-Orient. On parlait tout à l'heure de l'audace. Vous trouvez qu'on est assez audacieux aujourd'hui pour essayer d'aller vers ces pays, essayer d'avoir une discussion avec eux, avec leurs clients aussi, puisque de plus en plus l'Afrique est en croissance, sur justement la culture française, son rayonnement, les produits aussi qu'elle peut apporter? Vous pensez au contraire, pour beaucoup voyager, qu'on est un peu en arrière du manche? Disons, tout à l'heure, on l'évoquait à propos de l'Institut français et des instituts français. Ça reste public, oui. Oui, public. Mais donc il faut, malgré la baisse des crédits que je déplore, qui font un magnifique travail. Moi, je le vois au Maghreb, par exemple. Au Maroc, c'est fabuleux. En Algérie, en Tunisie, mais aussi en Afrique noire. Et de ce point de vue, l'effort n'est pas relâché, même si les moyens sont en restriction. Et puis, les meilleurs défenseurs de la langue française, vous parliez de l'Afrique, ce sont souvent les Africains eux-mêmes. Sachant que les Allemands ont choisi une voie, c'est qu'eux, ils ont sous-investi partout en Europe, considérant que le travail était fait, et ils ont investi paradoxalement en Afrique. Oui, c'est vrai que, par exemple, les instituts Goethe, notamment sous l'influence de l'actuel ministre des Affaires étrangères, connaissent un accroissement de leurs moyens, à la différence des instituts français. Ce serait peut-être une voie à explorer, au fond, non? Avoir moins de consuls généraux, avoir moins d'instituts... C'est déjà le cas, vous savez, on en supprime quelques-uns. Oui, on supprime quelques... En France aussi. On supprime on vend quelques ambassades. Parfois, je le regrette personnellement, parce que je pense qu'il faut préserver une certaine dignité de la représentation française à l'étranger. Je reviens un instant sur le numérique, parce que j'aimerais avoir votre vision. Le numérique n'existait pas quand vous étiez vous-même ministre de la Culture. En tout cas, il n'avait pas cette emprise. On en était à ses balbutiements. On a le sentiment aujourd'hui, on voit bien d'ailleurs dans l'appréciation des Français, que c'est pire comme le meilleur. C'est le pire parce qu'il y a tous les modèles économiques qui sont bouleversés. C'est le pire parce qu'il y a des problèmes sur les droits d'auteur, la rémunération au fond de la création. C'est le pire parce que c'est difficile pour la France. Et en même temps, c'est le meilleur parce que c'est des plateformes de diffusion. On en aura un exemple dans un instant formidable. Vous le voyez comment? Vous voulez dire les choses, ça peut être le pire ou le meilleur. Le pire, si on laisse les choses aller sans aucune régulation. On parlait tout à l'heure de la loi Hadopi. Moi, j'ai été le seul député socialiste à la voter. Elle n'était pas très bonne, mais au moins, elle exprimait une volonté de régulation. Depuis lors, malheureusement, aucune décision n'a été vraiment prise. Il avait été envisagé par le rapport Lescure que la régulation serait transférée au CSA. Il n'en est pas question. Et je note que le piratage, sous toutes ses formes, se développe. Et je souhaiterais que les pouvoirs publics soient beaucoup plus volontaires pour établir un équilibre. Je ne suis absolument pas contre les nouvelles technologies, que j'ai souvent encouragées, mais en même temps, il faut préserver les droits d'auteur, il faut préserver les sources de création et de créativité. On peut y parvenir.
Alors, puisque nous évoquons du fait de s'affranchir de tout et au fond, le numérique nous permet ce saut en avant, ce bond en avant. Je me tourne vers vous, Mohamed Kedfi, bonsoir, alias John Rachid. Hein, vous avez deux sobriquets, deux noms, si je puis dire. Exactement. Alors, vous avez une histoire qui est absolument étonnante, puisque vous êtes originaire de Lyon. Oui. Vous travaillez dans la téléphonie mobile. Vous avez 30 ans, hein? Oui, bien sûr. Vous êtes encore jeune. Hein, on ne dirait pas, j'ai la tête d'un gamin de 17 ans. Tant mieux, j'en profite. Alors, un jour, vous avez été embauché pour faire l'acteur dans un téléfilm sur France 2. Oui. Hein, et de Bernard Stora. À partir de là, votre carrière a changé. Vous avez une super idée, racontez-nous. Alors ça s'est pas fait aussi vite que ça. Je commençais déjà à faire des vidéos sur Internet. Et puis il y en a une qui a plu beaucoup. C'était en 2003 à peu près. Et j'ai vu que en fait, grâce à cet outil formidable qui est Internet, enfin formidable, aussi bien formidable que pas super des fois, on peut intéresser les gens sans passer par personne. Enfin, on n'est pas obligé d'avoir le système de casting, le système d'avoir des barrières en fait. On n'a aucune barrière. On propose aux gens, si ça les intéresse, ils regardent. Si ça les intéresse pas, ils regardent pas. Donc j'ai continué à faire des vidéos pendant 7 ans. Et j'ai pas arrêté, je continue à travailler à côté, et puis avec le temps j'ai intéressé des gens, et puis maintenant depuis 1 an et demi j'ai beaucoup de gens qui me suivent et ça me fait plaisir. Alors votre chaîne, je suppose, porte un nom, Mohamed Kedfi. Bien sûr, c'est John Rachid, c'est comme mon pseudo. John Rachid, ouais. Votre pseudo. Vous revendiquez combien d'abonnés? Quel est le modèle économique au fond? Est-ce qu'elle vous rapporte de l'argent? Pardon de tomber dans des considérations de Jack Lang aussi triviales, mais est-ce qu'elle est rentable? Voilà. En fait, là maintenant j'ai 500 000 abonnés, 500 000. Plus d'1 million de personnes qui me suivent sur les réseaux sociaux. Et évidemment, ça devient une économie. Mais quand on a commencé, on le fait pas parce qu'on pense qu'on va gagner sa vie avec ça. Moi, je faisais ça à côté du travail et je pensais que j'allais pas gagner grand-chose. C'était pour faire plaisir et pour me faire plaisir. Si on y va, parce que maintenant il y a des petits jeunes qui sont intéressés par ce qu'on fait. Si on y va en se disant qu'on va se faire de l'argent et qu'on a envie d'être connu ou autre chose, c'est pas intéressant. Faut le faire par passion. Mais évidemment, on gagne sa vie parce qu'on devient viable économiquement. Alors, on intéresse les publicités. Pardon pour la question, mais comment ça marche? C'est le clic, c'est la pub? En fait, il y a un très simple système de publicité avant chaque vidéo sur YouTube. Oui. On gagne un peu d'argent là-dessus. Encore faut-il que la pub se déclenche et que la personne clique, etc. Et à côté de ça, comme je vous dis, comme on devient un média, on est un média à nous seuls, on intéresse forcément quelques marques. Et donc des fois, les marques nous proposent des placements de produits, des pubs, etc. Et on gagne un peu plus d'argent là-dessus. Et vous êtes votre propre acteur sur cette chaîne? C'est-à-dire on ne voit que vous? Ce sont des clips, des pubs on voit que moi, on voit moi et puis d'autres comédiens que je recrute à l'occasion. Mais oui, généralement, c'est moi. John Rachid, est-ce qu'on pourrait parler pardon pour cette formule un peu rapide, mais d'ubérisation au fond de la production télévisuelle, audiovisuelle en tout cas? Je sais pas, moi je pense que de toute façon c'est quelque chose de formidable de pas avoir à passer par tout ce qui est casting, etc. Mais en même temps, on est sur YouTube, on est sur un endroit où tout le monde peut faire tout ce qu'il veut. Là par exemple, sur l'exemple de la flûte, si demain on joue de la flûte très mal, on a un niveau 6e B, on réussit jamais à faire quelque chose. Sur YouTube, on peut commencer même sans niveau, sans qualité, mais je pense que pour l'instant, le public n'est pas dupe et on est suivi uniquement que quand on a un petit quelque chose, quoi. Merci John Rachid pour ce témoignage de ces nouveaux médias. Ubérisation, en référence aux sociétés Uber qui mettent à mal le monde des taxis. Laurent Biegord, c'est à vous. Au fond, on voit bien, là il y a pour le coup plus de subventions, ni de collectivité locale, ni d'État, il n'y a même pas d'entreprise, il y a un individu seul avec son matériel. C'est un modèle qui, à votre avis, est pérenne, qui doit se développer, que vous encouragez? C'est pas en lien nécessairement avec les subventions qui ont baissé. Je pense que c'est un état d'esprit. Ce jeune homme d'abord talentueux, j'imagine. Il a au moins le talent d'aller de l'avant, d'imaginer, de créer sa propre chaîne et de séduire un large public. Donc, Internet offre cette liberté-là, et c'est formidable. Je ne vais pas m'en plaindre. Naguère, il y a très longtemps, quand on créait un petit groupe de musique ou un petit groupe de théâtre, il fallait se débrouiller autrement. On trouvait des bouts de ficelle par-ci, par-là, puis un jour, le succès venait. Et éventuellement, l'État, quand il était présent, donnait un coup de main. Je pense que c'est excellent. Et puis alors, il y a un aspect là, qui est
culturel ou artistique. Il y a aussi l'aspect liberté d'expression. Tout à l'heure, vous évoquiez les pays arabes en termes généraux. Il y a tout dans les pays arabes. Il y a des pays très libres et des pays moins libres. Il y a des pays très créatifs, des pays moins créatifs. Eh bien, l'un des pays où YouTube est probablement les records mondiaux du nombre de séquences diffusées est un très grand pays, très très grand pays, qui s'appelle l'Arabie Saoudite. 80% des gens sont sur YouTube. Alors je n'ai pas vu les vidéos. On prend le risque de s'ennuyer un peu dans un pays où il y a peu de cinéma, de théâtre, de bibliothèque. Bien sûr. C'est intéressant que tout à coup, alors, oublions l'Arabie Saoudite, à un moment ou à un autre, je suis un optimiste, à un moment ou à un autre, un optimiste indécrottable et inoxydable. À un moment ou à un autre, la liberté a besoin de s'exprimer. Et les cocottes minutes claquent. Et on trouve les moyens pour faire passer le talent, l'idée, la beauté. Et peut-être parfois plus dans des pays où il y a des contraintes. Moi, si je puis me permettre, j'ai quelque chose à dire. Quand je vois le sondage et que ça a l'air assez radical, la culture, pour les gens, il n'y a pas de culture sur YouTube ou sur les vidéos qu'on fait. Moi, j'essaye à mon humble niveau d'apporter quelque chose. C'est-à-dire que, par exemple, je prends l'exemple de ce que j'ai fait. J'ai découvert Cyrano sur le tard et je suis complètement fan de Cyrano de Bergerac. J'en ai fait une parodie. Je l'ai actualisé, j'ai mis en mode contemporain dans les quartiers. Et donc, je l'ai mis sur YouTube. J'ai fait cette vidéo, je l'ai mise sur YouTube. Et au début, parce qu'on est suivi par beaucoup de jeunes ne savaient pas ce que c'était Cyrano. Et comme moi au début, j'ai été amené sur Cyrano grâce à Oxmo Puccino sur une publicité. Et donc, j'estime que culturellement, ça a fait un petit pont. Il y a plein de jeunes sur YouTube qui ont mis en commentaire « Ma prof m'a parlé de ça m'a intéressé juste parce que tu en as parlé ». Enfin, il y a quand même quelque chose. Enfin, après, selon le youtubeur et selon le comédien, on peut apporter quelque chose et c'est très bien. Et pareil sur tout l'internet. Quand moi, je passe des soirées sur Wikipédia à lire toute la fiche pour savoir plus. Quoi. C'est un formidable outil culturel, je trouve. Je pense pas que ce soit. J'aimerais rebondir là-dessus parce que vous nous avez parlé tout à l'heure du plan que vous aviez conduit avec Madame Tasca sur la culture ECOG. On voit bien qu'il y a. Je donne totalement raison à ce que vous dites. Je veux dire que je récuse les idées un peu toutes faites où on opposerait Internet et la culture écrite ou la culture savante. Non, nous avons besoin des deux. Donc nous avons besoin des deux. Alors justement, moi j'aimerais arriver à l'éducation. On voit bien qu'il est difficile de faire rentrer la culture. On va conclure là-dessus. Paradoxalement dans l'éducation. On voit que le gouvernement se bat les flancs pour y faire rentrer le numérique. Pourquoi l'école résiste autant à ce qui ne vient pas d'elle-même? Pourquoi est-ce qu'elle résiste autant à ces bonnes influences extérieures? L'école ne résiste pas. Non, mais écoutez, c'est une question gouvernementale. C'est une question de volonté politique. Si on veut, on peut. Je peux vous le dire, si on veut, on peut. Si on s'y prend avec un minimum de doigté, évidemment. Si on prend le temps aussi d'informer, de consulter, d'expliquer, de convaincre. Mais le plan art à l'école, en 2000-2002, a suscité un immense enthousiasme. Et je suis certain d'ailleurs que le plan de François Hollande pour le numérique à l'école, il le veut, sa ministre aussi réussira. Par contre, si on ne veut pas enseigner le latin et le grec, on pourra difficilement contraindre les professeurs et les élèves à l'apprendre. Vous voyez, Jack Lang, nous avons parlé un petit peu d'éducation finalement, on y vient toujours. Il y aurait beaucoup à dire sur un sujet aussi important. On vous invitera pour une prochaine émission. Le coup de cœur final, vous savez, d'habitude, nous présentons un bouquin, un livre, et vous, parce que vous ne faites rien comme les autres, Jack Lang, vous avez préféré nous parler d'une exposition, à l'Institut du monde arabe, pas n'importe laquelle. Aidez-moi, c'est le hip-hop. Moi, j'ai la chance d'avoir pu faire déjà de la pub pour eh bien, vous avez droit Osiris à une double ration de pub. Et les mystères en multilégique, donc 7 septembre prochain. Et là, maintenant, jusqu'au 27 juillet, l'exposition hip-hop, dont Akhenaton a été le directeur artistique et les commissaires Aurélie Clément-Ruiz et Elodie Bouffard. C'est une exposition vraiment passionnante, magique, qui permet d'entreprendre une sorte de traversée à travers l'histoire du hip-hop, depuis le Bronx jusqu'aux printemps arabes. À l'Institut du monde arabe. Merci à vous, Jack Lang, d'avoir été notre invité dans Place aux idées. Merci à Mathias Léridon et vous, Laurent Bigorgne, et ainsi qu'à toute l'équipe de l'émission, dont c'était le dernier numéro, mais je vous rassure, de la saison.
À très bientôt, bonsoir.